Dans le dernier Scientific Day en date, la partie 1 sur le microbiote, j'ai surtout voulu prendre le temps de poser les bases sur ce sujet. Pour tout vous dire, moi je le trouve complexe, avec beaucoup de notions différentes qu'il fallait clarifier, et donc forcément quand on est arrivé au bout de l'essentiel à connaître avant de parler des athlètes d'endurance, de leur alimentation au quotidien et à l'effort, etc., en fait un épisode entier s'était déjà écoulé. Alors on a effectivement eu une partie dédiée au microbiote des sportifs dans l'épisode précédent, mais le gros de ce sujet restait à décortiquer. On l'a dit, pour résumer, le sport est plutôt bénéfique pour le microbiote, et une alimentation diversifiée aussi. Mais qu'en est-il du sport quand il est pratiqué en grande quantité ? Qu'en est-il des gros volumes d'entraînement, des charges importantes, en descente par exemple, avec des impacts importants répétés? Et qu'en est-il de l'alimentation optimale pour ces sportives et sportifs, avec des charges importantes, une alimentation souvent riche en glucides, en tout cas qui devrait l'être d'après la littérature? Est-ce que cette alimentation elle est délétère au microbiote comme on l'entend parfois? Et ces glucides, quels sont leurs effets quand on les consomme à l'effort en grande quantité? Là encore, en accord avec les recommandations de la littérature. Est-ce que c'est vrai qu'ils peuvent détériorer la perméabilité intestinale, comme j'ai pu le lire plusieurs fois sur les réseaux sociaux par exemple? Ça en fait des questions que la partie 1 n'a pas abordées. Et pour être sûr de recueillir les meilleures réponses à ces dernières, j'ai réuni 2 expertes de la thématique, Marion Leclerc et Nathalie Boisseau, qui se présenteront bien mieux que je ne peux le faire, mais qui, au regard de leurs publications scientifiques, maîtrisent parfaitement le sujet. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 consacré au microbiote des sportifs d'endurance. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Vous le savez, Suunto, ce sont les montres et écouteurs que j'utilise depuis bientôt 2 ans et la marque fête actuellement ses 90 ans. À cette occasion, ils ont sorti la Suunto Vertical 2 dans un coloris inédit, avec des bracelets inédits, une watch face anniversaire et surtout un coffret collector qui retrace l'histoire de la marque avec à l'intérieur une édition limitée de leur fameuse boussole liquide inventée en 1936. Vous pouvez découvrir ce coffret collector avec le lien en description où vous trouverez également un code promo valable chez Suunto. Et maintenant, place à mon échange avec Marion et Nathalie. Bonjour Marion. Bonjour Nathalie, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis très content de vous recevoir dans cet épisode où on va parler un peu du microbiote des athlètes. Alors récemment, Nathalie, je t'ai reçu dans l'épisode de juste avant pour parler un peu déjà de santé. Et là, le but, c'est de continuer un petit peu cette lignée sur la santé gastrique, intestinale, métabolique des athlètes. Je mets un très grand chapeau à tout ça. Est-ce que peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter pour les auditeurs et auditrices qui soit n'ont pas écouté l'épisode précédent, soit vous connaissent pas? Merci Cyril. Bon, je veux bien commencer. Donc, Nathalie Boisseau, je suis professeure en physiologie du sport sur l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand et je suis diététicienne nutritionniste également. Donc voilà, très heureuse de participer également aujourd'hui. Alors, Marion Leclerc, moi je suis chargée de recherche à INRAE. Je travaille sur le microbiote intestinal depuis presque avant que vous soyez nés. Mon intérêt, c'est de comprendre et intégrer des données qui concernent le microbiote, la nutrition et vraiment travailler sur la modélisation. Et je travaille sur un gros projet qui s'appelle le French Gut aussi. Donc, je suis à INRAE, HVO Josas, et je suis hyper contente de participer parce que je suis aussi une coureuse. Duo, on n'est pas en terrain inconnu. Je crois qu'à peu près tous on sait ce que c'est que l'endurance et le microbiote ici. Donc, moi, bien moins que vous, mais de toute façon, c'est vous qu'on va écouter. Pour commencer, souvent, j'aime bien poser en fait cette base pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Est-ce que vous pourriez nous définir qu'est-ce que c'est que le microbiote, le microbiome, de quoi on parle quand on parle de microbiote et microbiome? Je sais pas, je veux bien commencer. Le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes en fait, et on pense souvent aux bactéries, mais il n'y a pas que des bactéries, il y a aussi des virus, des champignons, des archées, des parasites, tout ça, ça forme un tout. Et d'ailleurs, maintenant, on parle plutôt d'écosystème intestinal que de microbiote, parce qu'on aime bien prendre le tout et surtout la fonction de ce tout. Et ça nous amène un peu au microbiome, puisque le microbiome, ça va être un petit peu tous ces micro-organismes et comment ils interagissent entre eux et comment ils peuvent également fonctionner. Donc, le microbiote, ça va être de les dissocier et de voir un petit peu qui ils sont, et puis après de voir un petit peu comment ils fonctionnent. Ça va être un petit peu plus le microbiome, c'est le réservoir des gènes en fait, le microbiome qui va permettre par analyse de voir un petit peu comment tout ça peut fonctionner. Voilà, je voulais juste ajouter, avant on décrivait un peu, alors qui est là? On utilisait les méthodes ADN-CSS, donc qui est là, voilà. Mais maintenant,
moins sur les aspects microbiome, on en reparlera, mais on fait un séquençage beaucoup plus large. Donc, on arrive vraiment à savoir qui fait quoi, en fait. Donc, on ne fait pas juste l'inférence, tiens, lui, il est là. Non, quelles sont les fonctions vraiment de ce micro-organisme et à l'échelle de l'écosystème, en fait. On caractérise ce qui s'appelle le métagénome, c'est-à-dire les fonctions, en fait, de votre écosystème et on peut comparer comme ça les individus les uns aux autres. J'ai l'impression que le microbiote, c'est une vision très population. Qu'est-ce qui est présent dans mon environnement intestinal, par exemple, et le microbiome, c'est une vision un peu plus fonctionnelle. Comment est-ce que cette population agit? Est-ce que ça vous va comme vulgarisation? Ok, top. Dans la partie 1 de cet épisode, donc que les auditeurs ont entendu, qui est sorti la semaine précédente, les études, elles semblent toutes souligner assez unanimement que, en fait, contrairement à ce à quoi je m'attendais, j'ai été un peu surpris, il n'y a pas de bon, entre guillemets, ou de mauvais microbiote en fonction d'une composition qui soit optimale avec telle bactérie, tel champignon, tel virus, etc. Ça, c'est bien ou mauvais. Mais en fait, c'est plutôt un aspect de fonctionnement. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un fonctionnement qui va faire que le microbiote est efficace, adapté ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pourriez préciser un peu? Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est difficile d'ailleurs quand on fait de la recherche de dire qu'on a amélioré le microbiote parce que c'est quoi un bon microbiote? C'est extrêmement complexe. Par contre, par opposition, on peut dire qu'il y a un microbiote qui peut être dysfonctionnel. Et s'il est dysfonctionnel, il est plutôt en opposition à ce qu'on pourrait caractériser comme un microbiote santé. Donc ça, par contre, on sait à peu près ce que c'est qu'un microbiote dysfonctionnel, hein. Il y a des fonctions qui va mal gérer, qui va mal réguler ou des incapacités à revenir à des états initiaux. Donc ça, on peut rentrer dans le détail si tu veux, mais c'est plutôt de cet ordre-là. Et juste pour rajouter, il y a quand même des cas où effectivement, on a un microbiote qui va être vraiment déséquilibré parce qu'il y a des espèces qui se sont implantées. Donc Escherichia coli, par exemple, ou d'autres espèces qui sont pas forcément pathogènes, mais qui vont être capables de s'implanter. Donc, c'est ce qu'on retrouve. Et après, ça peut être un cercle vicieux dans des maladies digestives ou inflammatoires. Et la question qui me vient quand tu dis ça, est-ce qu'on sait pourquoi ces bactéries ou ces espèces vont s'implanter? Qu'est-ce qui peut déclencher ça? Le pas de chance? Certains comportements pathogènes comme, je sais pas, l'alcool, le tabac? En fait, ça peut commencer finalement très tôt, puisque quand tout va bien, j'allais dire, on est tout bébé, en fait, colonisé. Les premières bactéries qu'on voit, en fait, c'est les bactéries du lait maternel que l'on va ingérer, que le bébé ingère. Et ça commence à la fois à entraîner, éduquer le système immunitaire. Et puis, c'est les premières bactéries, donc des bifidobactéries, des lactobacilles, qui vont coloniser, entre guillemets, normalement le microbiote. Donc, je dis pas qu'une naissance, par exemple, par césarienne ou un allaitement, on n'est pas obligé de... Voilà, tout le monde ne peut pas allaiter au sein, mais ça peut commencer assez tôt à avoir ce genre de problème. Et finalement, on peut avoir des déséquilibres qui se déterminent assez tôt. Et j'allais dire, dans la fenêtre de colonisation du microbiote, c'est entre effectivement la naissance et l'enfance. Si un petit peu cette phase-là elle est ratée, c'est un petit peu foutu ou c'est un petit peu préjudiciable pour l'avenir en fait. Dans la partie 1, encore une fois, j'ai pas trop évoqué le cas des athlètes. J'ai vraiment conclu par ça à la fin, mais j'ai d'abord posé beaucoup de bases et j'ai pas beaucoup parlé des athlètes d'endurance, qui sont quand même le sujet majeur, je pense, des auditeurs qui nous écoutent, auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et en fait, c'est surtout ça que j'ai envie de creuser avec vous. La première question que je voudrais vous poser, même si j'ai l'impression qu'il y a un peu de réponse dans la littérature, est-ce qu'aujourd'hui, on sait que les sportifs et ceux d'endurance, ils ont un microbiote plus sain que les sédentaires? Moins sain? Est-ce que c'est une relation en U inversé ou en J inversé, comme dans d'autres fonctions, dans d'autres relations entre sport et quoi que ce soit? Ouais, si on reprend un petit peu les éléments qu'on n'a pas forcément mentionné pour décrire un microbiote dysfonctionnel, il y a des côtés positifs chez le sportif qui vont à l'encontre de ce qu'on peut appeler le dysfonctionnel. La première chose peut-être, c'est qu'il y a une grande richesse au niveau, une diversité de tout ce qui est micro-organismes. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, généralement, d'avoir une diversité et une richesse de ces micro-organismes. Et puis, après, on peut avoir des bactéries d'intérêt, mais ça, on en reparlera. Elles fonctionnent quand même dans un écosystème, donc c'est compliqué de dire qu'il y a la bactérie du champion, on va dire. Par contre, après, si on regarde de plus près, il y a quand même des fonctions métaboliques qui peuvent être améliorées, comme l'utilisation de tout ce qui va être fibres ou autre pour générer de la fermentation, et puis des métabolites comme les acides gras à chaîne courte, où là, on sait qu'on a des productions d'acides gras à chaîne courte qui vont être
plutôt positive, avec la libération après et un impact systémique sur tout l'organisme. Et puis, moi, je pense quand même que la grande caractéristique des sportifs, quand ils sont bien entraînés, y compris au niveau intestinal, c'est la capacité à encaisser des stress importants et puis de se réorganiser au niveau microbiote pour retrouver assez vite son état initial. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le définirais comme étant positif si on n'est pas dans le U inversé. Et là, si on part sur le U inversé, ben, ça va être une somme de stress trop important, ça va être des hypoperfusions intestinales répétées, ça va être des contraintes mécaniques qui vont être gênantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, des troubles digestifs avec tout ce qui est apport en sucre, etc., où là, on peut tomber évidemment dans quelque chose qui va devenir à la fois néfaste pour la santé puis pour la performance aussi. Oui, c'est tout à fait juste, hein, mais même surtout, j'allais dire, chez les non-élites, en fait, qui font des marathons à répétition, de l'ultra, qui n'ont pas ce suivi, en fait. Il y a une question de stress, même chez les non-élites, stress, activité intensive, ça peut être vraiment compliqué. Et là, ça peut amener à finalement des problèmes qui peuvent amener jusqu'au syndrome de l'intestin irritable, en fait. Donc et puis la mauvaise gestion de la nutrition après. Alors c'est sympa la bière, les frites après un ultra, mais il faut quand même assez rapidement remettre, j'allais dire, des protéines. Et il y a des choses qui évoluent dans les technos, on y reviendra, ou dans certaines sociétés, mais ça fait quelques années quand même, du moins aux US, qu'on a des formulations 3 glucides, 1 protéine, à la fois en gel, Accelerate par exemple, ou dans les boissons pour effectivement commencer à rapporter des protéines assez vite, quoi. Mais on pourra détailler après le two carbs, j'allais dire. Il me semble que ce que tu dis, ça renvoie aux boissons, par exemple, de récupération 4-1, 4 glucides, 1 protéine, etc. C'est ça? Ok, alors ça, du coup, j'ai déjà vu passer. La question qui me vient là, avec ce que vous venez de répondre, c'est, t'as soulevé quand même, Marion, la question du trop, c'est-à-dire trop de répétitions, trop de marathons, etc. Est-ce que c'est un trop, on va dire, qui peut être absolu, ou est-ce que c'est simplement ou est-ce que c'est trop vite, trop rapidement, et on laisse pas le temps au microbiote de s'adapter? Est-ce que le microbiote va s'adapter progressivement à un stress qu'on lui impose, comme le feront les tendons, et ils vont s'adapter au stress mécanique, ou est-ce que de toute façon, il y a un trop à un moment donné et on va dépasser un niveau d'adaptation possible? Bah, dans ce que je vois dans les gens que je connais, c'est le problème de personnes qui sont pas suivies par un médecin du sport, c'est qu'ils veulent faire trop vite, et le médecin qui donne aussi des antibiotiques, des médicaments, parce qu'on parle peut-être, on n'en a pas parlé, mais les gens qui font beaucoup d'endurance, de courses sur route, etc., il y a quand même le problème de infection des voies respiratoires supérieures finalement. Hein, il fait froid, ou bien donc les gens peuvent prendre des antibiotiques, et des médecins qui n'y connaissent rien, et on en a tous connu, l'accumulation d'antibiotiques, la mauvaise hygiène, oui, ça peut être vraiment, ça peut être un problème. Et on parlait aussi des apports en sucre à l'effort, mais avec l'exagération de ce qu'on voit sur les réseaux en consommant des doses massives qu'on ne peut plus assimiler, je pense que c'est un vrai souci dont on peut parler aussi, ça. C'est assez intéressant, hein, parce que c'est ce que j'avais dit à un moment, c'est que autant, on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, autant sur les apports nutritionnels, je trouve que les apports, les recommandations qui disent qu'il faut quasiment pas prendre de sucre parce que c'est dangereux, je suis pas aligné. Mais autant les comment dire, les contre-exemples, comme on voit par exemple des fois dans le triathlon, des personnes qui sont à 150, 200 grammes de glucides par heure, c'est-à-dire en fait plus du double des recommandations consensuelles des grandes sociétés savantes, en tout cas qu'on a rediscuté. Bah, en fait, ni l'un ni l'autre ne me semble adapté, et je pense que le juste milieu est quand même plus pertinent. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que les auditeurs de Quoi Mieux, ils savent que bière frites, c'est pas ce que je recommande après quel que soit l'effort, donc j'espère que au moins ça c'est clair pour tout le monde, au moins on l'a rappelé. Il y a quelque chose quand même que j'ai peut-être oublié de vous demander, et j'aurais peut-être dû, Nathalie, tu l'as ressouligné au début de ta réponse, en fait je vous ai pas demandé ce que c'est qu'un microbiote dysfonctionnel, et ça aurait peut-être été quelque chose de très important à définir, donc je vous laisse peut-être vous exprimer là-dessus. Non, c'est vrai qu'il y a des éléments importants. Quand il est dysfonctionnel, souvent on dit que un des premiers soucis, c'est de plus bien utiliser la fermentation des fibres, et donc de produire un petit peu moins d'acides gras à chaîne courte. Donc ça, c'est des aspects qu'on va dire métaboliques. Donc on aura ces soucis-là. On peut éventuellement, sur un plan métabolique, pas bien utiliser les polyphénols aussi. Donc on n'en tire pas des avantages. Donc c'est dommage, puisque ça a des effets après antioxydants. Ça peut être un souci de fermentation protéique. Donc là aussi, ça peut être quelque chose de négatif. Donc ça, c'est métabolique. Après, la partie dont on parle souvent,
souvent aussi, c'est le côté barrière intestinale, perméabilité. Donc, quand on a un souci de perméabilité, on va avoir un souci au niveau de ce qu'on appelle les protéines des jonctions serrées. Donc, soit leur expression, elle est limitée, et de ce fait-là, avec moins de protéines, eh ben, il va y avoir une perméabilité accrue. Donc, ça, c'est extrêmement négatif parce qu'on peut faire passer ce qu'on appelle du LPS, des lipopolysaccharides, et ça va générer ce qu'on appelle des mécanismes de dysbiose et d'inflammation de bas grade au niveau de tout l'organisme. Et puis enfin, le dernier point que je verrais moi, c'est tout ce qui est tolérance immunitaire. Donc on peut avoir des effets immunomodulateurs qui soient néfastes en fait, avec un microbiote qui fait plus son boulot et qui du coup va pas arrêter ce qu'il faut et de ce fait-là générer éventuellement plus vite des soucis d'ordre immunitaire. Pour ajouter, oui, le microbiote peut devenir notre ennemi, c'est-à-dire il peut amener à des allergies. Et effectivement, cette barrière épithéliale, c'est vraiment mécanique, ça reste, normalement, ça laisse passer des molécules et ça s'arrête. Et si elle reste ouverte trop ou trop longtemps, il y a le LPS, il y a d'autres molécules qui peuvent passer. Et on se retrouve avec un microbiote qui pose problème. Et ça m'amène à un point qu'on sous-estime, mais les productions, en fait, ce que les bactéries produisent, c'est dans l'intestin, mais ça va en fait aussi passer par la circulation sanguine. Donc c'est pour ça qu'on dit le microbiote, l'axe intestin-cerveau, c'est quoi cette chose-là? Ou dans d'autres pathologies, il y a des molécules qui sont produites par les bactéries qui passent par la circulation sanguine. Donc ça veut dire que ça peut vraiment avoir un effet dans différents cas. Quand on parlait de l'accumulation du lactate, à l'époque, les mesures du lactate sanguin étaient bruitées, etc. Et en fait, il y a des micro-organismes qui peuvent produire du lactate. Donc ce qu'on mesure comme lactate sanguin en disant mince, l'effort, et ci et ça, c'est peut-être aussi un différentiel entre les bactéries productrices de lactate, quoi. Donc c'est pour ça que certaines de nos préférées, c'est des bactéries qui utilisent le lactate pour produire. Il y en a qui font du butyrate, qui est une molécule anti-inflammatoire. Et puis bon, il y avait ce qui avait été breveté par Sherman aux US, là, le microbiote des élites. Il avait fait un arrêt de titre, voilà, Veillonella atypica, montrant que chez les sportifs élites, on a des bactéries qui utilisent le lactate pour produire du propionate. Donc, c'est aux US, donc il avait pu breveter très vite. Mais c'est vrai que c'est intéressant, les déviations métaboliques des élites. Et puis, effectivement, bien réaliser que le microbiote a un effet au niveau périphérie, en fait, sur notre intestin, sur notre tumeur, sur notre peau, sur ce qu'il y a dans le sang. Non, on s'intéresse à ça, nous, et on a regardé un petit peu le lien aussi au-delà du cerveau avec le muscle. Donc, il y a tout un lien aussi de ce butyrate, de ce propionate. Le propionate, il peut passer dans le foie pour recréer par néoglucogénèse du glucose. Donc, ça devient un substrat énergétique. Le butyrate aussi, il peut être consommé. Alors, ça va être une petite production d'énergie par rapport à cette consommation de butyrate par le muscle. Mais on a vraiment des interactions au-delà du cerveau qui peuvent jouer avec le muscle, mais également avec le tissu adipeux, puisqu'on sait que quand on fait des transferts de flore, ce qu'on appelle des transferts fécaux, eh bien, on peut générer, en tout cas chez l'animal, des variations de poids en lien avec ce transfert. Donc, c'est plus que le microbiote, c'est ce que dit Marion, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que ça peut avoir des répercussions sur pas mal de points sur l'organisme, et en particulier sur le cerveau et le muscle qui font partie de la performance. Alors, on a commencé à en parler, du coup, je pense qu'on va l'aborder régulièrement, donc je propose de poser une définition directement. Est-ce que vous pourriez redéfinir ce que c'est que la perméabilité intestinale, dont on entend un peu parler des fois dans tous les sens? Je pense que comme on va en parler plein de fois, ce serait bien de le cadrer. C'est la capacité à laisser passer certaines molécules. C'est ça. Et en fait, il y a des choses qui doivent passer et c'est bien, et c'est positif et c'est bon pour la santé. Puis il y a des choses qui sont pas censées passer parce que du coup, là, ça enverrait des signaux un petit peu négatifs. On parlait du LPS tout à l'heure. Ça va générer une inflammation de bas grade. Une inflammation de bas grade, ça peut avoir un impact sur la résistance à l'insuline au niveau musculaire, par exemple. Enfin voilà, après, c'est des cascades de réactions. Donc cette barrière intestinale, elle est importante à la fois sur un plan immunitaire, mais sur un plan métabolique également. Et mécaniquement, c'est vraiment ce qui sépare notre intestin du reste. Donc, c'est vraiment des cellules qui sont resserrées par des petites protéines. En fait, il y a deux types de protéines. Et quand ces protéines sont un peu relâchées, ça laisse plus de place pour passer
laisser passer des molécules plus grosses, donc il y a plus de détection spécifique des molécules qui, entre guillemets, ont le droit de passer. Donc c'est vraiment quelque chose de mécanique, en fait, ce qui, effectivement, peut-être arriver, en fait, j'allais dire, chez les coureurs qui font un kilométrage énorme, on sait très bien qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a le temps de transit qui peut être accéléré. Donc, ça veut dire que les bactéries qui se divisent lentement, du coup, elles ont pas le temps de rester. J'allais dire, on va assez souvent aux toilettes quand on fait du sport intensif sur course à pied intensif. Et puis, il y a aussi ce côté barrière intestinale qui peut être un peu compromise, quoi. Du coup, je pense qu'on va réaborder ce point un peu plus tard. Donc, au moins, les auditeurs ont en tête ce que c'est que la perméabilité intestinale, qui est dans une certaine mesure normale, la perméabilité, mais peut devenir excessive, un petit peu comme une veste qui laisserait passer trop d'eau sous la pluie. En fait, des fois, ça laisse passer trop de choses. Je pense qu'une question qui tracasse beaucoup les auditeurs et auditrices, et là où ils veulent qu'on aille, ça va être sur l'alimentation. Je vous propose l'alimentation des sportifs d'endurance, et je pense qu'on peut en parler en 2 volets, plutôt sur l'alimentation quotidienne, puis sur l'alimentation un peu à l'effort elle-même. Je vous propose qu'on commence par la partie au quotidien. De manière générale, quand on regarde la littérature, on est plutôt sur des recommandations de régime alimentaire qui sont riches en glucides pour un sportif d'endurance. Est-ce que ça va être des régimes alimentaires qui vont, selon vous, être un risque pour les sportifs? Est-ce qu'ils ne le sont pas si on équilibre d'autres choses, par exemple si on ne mange pas que des pâtes mais qu'on mange également des fibres? Quelle peut être la relation entre ce qui est recommandé pour les athlètes d'endurance au niveau alimentaire au quotidien et justement la qualité et la fonctionnalité du microbiote? Non, mais c'est sûr qu'un sportif d'endurance, il a vraiment besoin de mettre ses stocks de glycogène au taquet. Donc pour ça, on a et on connaît tous les avantages d'un régime hyperglucidique qu'on va gérer, y compris quelques jours avant une course, pour avoir un réservoir énergétique au max au niveau du glycogène. Donc toutes ces stratégies, elles sont connues. Puis on a les stratégies durant l'effort, après, où on va consommer des sucres et qui sont facilement utilisables pour épargner l'utilisation de ces réserves en glycogène et retarder l'apparition de la fatigue. Donc ça, ce sont des grands classiques, mais c'est facile à dire, c'est pas si simple. Après, pour une bonne santé, c'est sûr qu'il y a multiples glucides, ils ne se valent pas tous et ils ont tous des effets directs et indirects qu'il faut connaître. Donc il y a des glucides à consommer à certains moments, il y en a d'autres qu'il faut éviter. Donc pour ceux qui sont à consommer régulièrement, c'est sûr qu'il faut favoriser pour beaucoup aussi des glucides qui contiennent des fibres, ce qu'on appelle les glucides fermenticibles. Donc ceux-là, ils vont être bons pour le microbiote également. À l'inverse, ces sucres-là pendant l'effort, et ils sont plutôt à bannir. Donc, on a vraiment des stratégies à connaître. Et si on a des épreuves un peu longues comme l'ultra, le souci, c'est de passer parfois sur des glucides et des excès de glucides qui vont finir par être fermentés au niveau du grêle et avec des conséquences qui peuvent être néfastes durant la performance. Du coup, là, juste pour être sûr d'avoir compris ce que disait Nathalie, avant de te laisser la parole, Marion, quand tu parles de glucides au quotidien, Nathalie, qui sont complexes ou fermenticibles, l'exemple bête, c'est des glucides complets qui sont... C'est des fibres ou ce sont des amidons résistants, c'est ces choses-là. Alors effectivement, la différenciation entre glucides et fibres, c'est important à clarifier et on commence vraiment dans nos analyses de microbiote à pouvoir cerner en fait comment les fibres sont dégradées. Parce que les fibres, effectivement, elles ne sont pas digérées dans l'estomac, contrairement aux glucides. Elles vont aller dans le microbiote. Et là, en fait, ce qui est fascinant, c'est que maintenant, on a la granularité pour dire, je peux même vous dire, je schématise un peu, mais à peine, je fais l'analyse de votre microbiote, je peux vous dire si vous mangez trop juste de l'amidon, des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a ce qui s'appelle les glycosylhydrolases. Ce sont les enzymes du microbiote qui vont dégrader les fibres. Donc, on a des glycosylhydrolases qui vont dégrader la cellulose. On a 3 glycosylhydrolases pour dégrader la pectine. Donc, je peux vous dire si vous mangez des pommes régulièrement. Voilà, comme ça, on a un panel de ces enzymes, les glycosylhydrolases, qui nous permettent de cartographier, en fait, les fibres qui sont dégradées par le microbiote. Et on le fait régulièrement et on voit effectivement des gens qui sont, j'allais dire, American Diet, mais c'est un peu ça, qui mangent beaucoup trop de cette alimentation riche en glucides. Ils ont la glycosylhydrolase 13, mais ça veut dire après, en dessous, que
il n'y a pas juste ça, parce que les bactéries dégradent les fibres et il leur manque certains de ces acides gras à chaîne courte, d'où le butyrate. L'espoir, c'est quand même que il y a une étude qui a montré que quand on fait 8 semaines de régime méditerranéen, et ben en fait, on arrive à décaler ces profils de American Diet à un profil beaucoup plus équilibré, avec toutes ces glycosylhydrolases, j'allais dire, qui sont allumées, et on a bien une production en fait de toutes les molécules qui sont intéressantes. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire ça avec les polyphénols parce que ce sont des molécules encore plus compliquées que les fibres, mais les deux sont vraiment hyper intéressants à caractériser et on commence à avoir suffisamment de données en fait. Les gens qui analysent le microbiote ont commencé à harmoniser leurs méthodes. Donc quand je vous dis qu'on a fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'on a mappé 4900 datasets qui venaient d'autres études. Voilà. Et là, ce que tu dis qui a été observé avec le typique American Diet, c'est plutôt chez les populations sédentaires, chez des populations sportives, chez un peu tout le monde, quel que soit le niveau là, de pratique. Ce travail a été fait chez tout le monde. On n'a pas encore assez en fait de bonnes analyses bien contrôlées chez des sportifs pour avoir ça. Il y a des travaux intéressants. Très intéressant, je trouve qu'il avait été fait la thèse de David Martin chez Frédéric Derbray à Rennes, où là, ils ont vraiment eu des sportifs élites avec des contrôles non élites. Et ce qu'ils ont montré, c'était extrêmement intéressant, c'est que les élites avaient, la capacité à utiliser les lipides comme source d'énergie, et puis à générer aussi des acides gras à chaîne courte extrêmement intéressants. Ça avait pour effet, parce qu'ils ont aussi transmis le microbiote chez les animaux, ça avait aussi un effet sur l'insulinémie, donc la régulation du métabolisme, j'allais dire de l'insuline, et ça on l'a vu nous ailleurs avec des probiotiques aux US, peut être médié par le microbiote. Donc c'est extrêmement intéressant. Si on veut clôturer ce volet sur l'alimentation un peu plus quotidienne avant de passer sur les stratégies à l'effort, est-ce qu'aujourd'hui on peut, de manière simple, tirer des recommandations pour les athlètes d'endurance qui cherchent à équilibrer leur alimentation pour à la fois répondre à leurs besoins énergétiques et à la fois favoriser un microbiote fonctionnel de qualité sans dégrader leur santé? Vous, là, si je vous pose cette question, qu'est-ce qu'on peut recommander à ces personnes? Déjà, une répartition glucides-lipides assez optimale et les protéines à associer évidemment dans des proportions importantes. Le risque parfois, c'est d'avoir trop de glucides et d'omettre un petit peu les protéines. Pour le microbiote, ça c'est une chose. Et après, c'est la diversification des apports glucidiques. Voilà, pour avoir un panel qui puisse à la fois toucher des glucides de type amidon et puis tout ce qui va être fibre, qui va être amidon résistant. Et je pense que les deux associés, c'est déjà pas si mal. Et évidemment, en fonction des stratégies, et on peut peut-être faire des différences hommes-femmes là-dessus, parce que à la fois il y a des différences sur la capacité à stocker du glycogène, mais il y aura aussi au niveau de l'intestin des différences, parce qu'il faut savoir qu'il y a des récepteurs aux oestrogènes et à la progestérone au niveau de l'intestin et qu'il y a des répercussions là-dessus. Donc souvent on donne des recommandations et on élargit aux femmes, mais il faut faire attention aussi là aussi. C'est vrai que la femme, c'est pas juste un petit homme. Il y a les problèmes d'endométriose et toutes ces choses-là aussi qui sont ce lien-là avec le microbiote et on est en train de le travailler. Et sinon, je pense qu'il y a aussi l'idée de gérer ça même assez longtemps avant la course. En fait, chacun a sa façon de gérer les 3 jours avant la course, selon ses sensibilités. On connaît un peu, mais dans certains cas, il faut quand même éviter les aliments trop riches en fibres 48 heures avant. Enfin, moi, je suis hypersensible, donc je suis un peu un régime coloscopie, c'est-à-dire 48 heures avant, je fais attention à rien manger avec des fibres, mais il faut arriver à se connaître parce que finalement, l'alimentation 3 jours avant un ultra, c'est hyper important pour la performance et la récupération. Et passer assez rapidement finalement après. Alors, le trait d'humour tout à l'heure de dire la bière, c'est très bien. Enfin, faut pas s'empêcher de boire une bière après l'effort, bon, sauf si on conduit tout de suite après, mais se faire plaisir et après assez rapidement finalement réamener les fruits, les légumes, ce qu'on aime bien, et puis essayer de rebooster comme ça le microbiote assez rapidement. Alors, j'ai plein de choses à réagir par rapport à ce que vous avez dit. Déjà, c'est marrant parce que l'alcool, ça me fait sourire dans les lectures que j'ai fait pour la partie 1. Il me semblait que c'était un des trucs les plus délétères au microbiote parce que ça augmentait la perméabilité intestinale considérablement. Alors, je ne l'ai pas vulgarisé dans la partie 1 parce que c'était un peu hors sujet par rapport à ce que je voulais discuter, mais bon, au moins les auditeurs le savent. Et la bière, c'est de l'alcool, pas de bol.
L'autre chose, vous avez parlé des spécificités des femmes. J'espère que Margot le traitera parce que Margot, elle anime une mini-série sur la sportive cette année. Donc, j'espère que... Alors, soit elle vous contactera, soit elle le traitera. Mais en tout cas, c'est déjà super intéressant de savoir qu'il y a ces différences-là. La dernière chose que je voulais dire, j'ai l'impression que ça a rejoint... J'en ai parlé dans l'épisode précédent où tu étais là, Nathalie, et je le redis. Il y a une personne qui m'avait dit sur les réseaux sociaux, je m'entraîne beaucoup et c'est vrai qu'à côté, niveau alimentation, je me fais plaisir, burger, pizza, etc. Parce que de toute façon, je dépense beaucoup de calories. Et justement, moi, ce que j'avais dit, c'est pas un totem d'immunité, c'est pas parce que tu fais du sport que tu peux manger n'importe quoi. Les quantités changent, les besoins changent. C'est pas pour autant qu'il faut les apporter n'importe comment. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous nous avez dit là dans vos réponses. Ça, il y a un vrai versant qualitatif, quoi. Au-delà des kilocalories comptées dont on s'intéresse de moins en moins, je dirais presque. On est vraiment sur du qualitatif. Peut-être qu'on a omis aussi l'hydratation. Je pense que pour qu'un intestin fonctionne bien, il est aussi extrêmement important qu'il soit bien hydraté. Ouais, et j'ai l'impression, là aussi ça rejoint ce qu'on a dit dans l'épisode précédent, mais que là, vous l'avez discuté, qu'il y a plusieurs moments avec des alimentations différentes. C'est-à-dire que si on ne doit pas manger très sucré au quotidien, il y a une différence entre ce qu'on mange juste après l'effort dans les 30 minutes qui suivent, ce qu'on mange au quotidien, ce qu'on mange exceptionnellement 2 jours avant la course, par exemple, éviter les fibres, comme tu disais Marion, qui n'est pas quelque chose qu'on recommande à tout le monde, de manière générale. Mais par contre, là, dans un cadre spécifique, exceptionnellement, parce qu'on a une course de prévu, on peut avoir un régime sans fibres pendant 1 ou 2 jours, c'est pas ça qui est grave. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment juste cette réflexion de qu'est-ce que je mange à différents moments en fonction de mes besoins et de la situation, c'est peut-être ça la clé aussi. Et de bien se connaître, parce que je pense que les recommandations, elles sont souvent à individualiser. Et ça dépend du type d'effort finalement, parce que ce qu'on peut se permettre dans des ultras ou si c'est au-dessus d'une nuit, on a forcément des moments où on va plutôt randonner. Enfin, je veux dire randonner, faut pas dire ça à des coureurs, mais quand on est entre elles avec des bâtons, quand il y avait un fort dénivelé, ça peut permettre dans certains cas de digérer d'autres choses qu'on peut pas quand on est sur marathon en fait, où c'est vraiment l'impact est très très fort et là on peut pas se permettre du tout d'avoir autre chose que des gels ou des boissons effectivement qui vont être énergisantes. C'est les électrolytes. Ouais, on est en train d'essayer de le faire et pour l'instant de récupérer des datas de personnes qui ont fait de l'ultra avec des données cardiaques pour essayer d'estimer à quelles intensités ils sont, même quand ils sont quasiment derniers finishers de l'UTMB, c'est-à-dire des gens qui font 42 heures d'effort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a peut-être une moyenne autour, là, de ce qu'on observe, il y a peut-être une moyenne sur les phases d'effort pour tout le monde à peu près pareil, autour des 130 BPM, même s'ils marchent. Donc en fait, le cardio, il monte quand même sur les phases d'effort. Par contre, ils ont des grandes phases de pause où ils vont peut-être faire une sieste. Et c'est peut-être là, justement, le moment, avant de faire une sieste, manger quelque chose un peu différent, faire la sieste, comme ça on a le temps de digérer, et après repartir. Bon, c'est peut-être d'autres questions, ça. Non, je dis c'est juste complexe, ça, parce qu'il faut tout anticiper, et souvent, en pleine course, on n'anticipe pas forcément tout ça. Donc, comme l'alimentation, ça doit être en amont de ces périodes-là, c'est pas forcément simple à mettre en place. Ouais. Et s'il est parfois difficile de prévoir parfaitement son alimentation en trail, surtout sur des formats longs, comme Nathalie vient de le dire, il est en revanche plus simple d'anticiper son matériel, même en ultra. J'en profite donc pour vous parler d'un partenaire de la saison 3 du podcast Courir Mieux, Compressport. Compressport, c'est une marque qui développe ses produits à partir des contraintes réelles du terrain, en s'appuyant sur des données scientifiques et des tests en laboratoire, notamment via leur lab basé à Besançon. Et cette approche, on la retrouve directement dans leur équipement de trail. Un produit à l'image de cette interaction entre terrain et science, c'est les Under Control Short, dont toutes les déclinaisons, trail, run et triathlon, viennent d'être annoncées dans une nouvelle version. Dans la version trail, on retrouve une technologie que j'apprécie beaucoup, à savoir la compression ciblée au niveau des quadriceps qui limite les vibrations musculaires, ce qui améliore considérablement le confort quand ces derniers sont soumis à de longues descentes. On retrouve aussi une ceinture intégrée avec des rangements, la construction sans couture et la respirabilité du textile qui font l'ADN de ces produits. Pour découvrir les Under Control Shorts, dont la version trail, le lien est disponible en description de l'épisode et vous trouverez également un code promo réservé aux auditeurs de Courir Mieux. Et maintenant, revenons à mon échange avec Marion et Nathalie. Si on s'intéresse un peu plus à l'alimentation pendant l'effort, vraiment si on se concentre sur les stratégies alimentaires, on l'a dit dans l'épisode précédent, Nathalie, tu l'as répété là, généralement ce qui est recommandé c'est de manger des glucides, des boissons énergétiques, des gels, tu en as parlé également Marion. Est-ce que là on est sur des stratégies alimentaires qui vont dégrader le microbiote
qui vont être agressifs pour lui, qui sont délétères? Est-ce que ce qui est délétère, c'est l'effort, l'intensité, l'inflammation que génère et le stress mécanique que génère l'effort? Bah, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du trop vite, trop souvent. Bon, ça peut être un souci en tant que tel, mais après, c'est vrai que la gestion des sucres à l'effort, ça peut être un vrai avantage, comme ça peut être une catastrophe au moment d'une course. L'idée, c'est d'être sur des sucres simples pour qu'ils soient assimilés et qu'ils n'atterrissent pas dans le côlon ou qu'ils ne soient pas fermentés au niveau de l'iléon. Donc si, il y a une fermentation, durant l'effort, eh bien, ça va devenir évidemment catastrophique. Il y a des chocs osmotiques, il va y avoir de l'eau à revenir là-dedans, il y aura des diarrhées, des troubles intestinaux, donc là, c'est perdu, quoi. Donc on a vraiment cette gestion de devoir, amener des sucres simples, mais attention en quantité que votre intestin, est capable d'assimiler et je crois que c'est là le problème et tout ce qu'on voit entre le 60 grammes par heure, 90, 120 ou 150, avec les stratégies sur les SGLT1, les GLUT5 pour le fructose et puis le GLT2 derrière, tout ça se travaille et si on n'a pas, une capacité à gérer plus que 60 ou 90 et qu'on continue à prendre fructose sur fructose, des polyols, des oligosaccharides, c'est sûr que derrière, ça va pas aller très bien. Est-ce que tu es en train de nous dire un peu là que, par exemple, des stratégies, alors j'en ai jamais parlé dans le podcast vraiment, mais des stratégies type gut training, elles peuvent avoir un effet sur justement la protection de l'intestin pendant l'effort? Justement parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude et là, on se met dans un état où ça va pas et là, c'est ça qui déclenche les problèmes? Complètement, ouais, parce que si on n'assimile pas ce sucre qu'on prend en excès, de toute façon, à un moment donné, il est présent et il va être nuisible. Nuisible et puis il va finir par être assimilé et fermenté à un moment donné. Donc, les chocs osmotiques, le problème de barrière intestinale, les troubles, les crampes, enfin, intestinales, tout ça, ça va être un ensemble. Par contre, si on entraîne progressivement à la fois à digérer des quantités de sucre qui sont du glucose ou de la maltodextrine et puis de l'associer progressivement après avec du fructose dans des bons rapports, s'il est assimilé, il est plus présent et il va pas générer tous ces inconvénients. Donc il faut savoir en fonction de sa durée d'effort, de son intensité d'effort, sur combien on peut partir et puis s'entraîner éventuellement à augmenter progressivement les doses pour essayer d'assimiler sans ces contraintes. Et on le sent bien, si ça passe plus, comme on dit, hein, ces troubles intestinaux, on les reconnaît assez vite, on a des douleurs, on a des crampes, on a des diarrhées. Donc voilà, ça s'entraîne progressivement et en aucun cas, il faut imaginer que plus on va prendre de sucre et plus on amène éventuellement de l'énergie et mieux ça va se passer. Oui, c'est vrai que c'est un point, je pense, chez les coureurs qui sont pas forcément expérimentés, c'est de ne pas tester dans des sorties longues, en fait, tout ce qu'ils vont consommer le jour J, quoi. Il faut vraiment le tester, voir les back-to-back runs. Là, on fait une sortie longue le samedi et le dimanche, on y retourne en testant justement, au bout d'1 heure, un gel ou quelque chose et c'est là qu'on voit si on tolère ou pas certains produits, quoi. Donc il y a des cas où fructose, glucose, ça passe pas bien. Je pense que c'est, aussi les gens qui, au dernier moment testent ces gels qui semblent très bien parce que ça ressemble plus à de la compote et cetera, de pommes, mais ils se retrouvent effectivement assez rapidement avec, voilà des problèmes digestifs, qui vont juste des gaz, à, voilà des problèmes plus compliqués en course, quoi. Alors, je vais peut-être aller trop vite à une conclusion, donc je vous laisse évidemment mettre de l'eau dans mon vin. Est-ce que est-ce que le premier indicateur qu'on est en train de faire du mal, entre guillemets, à notre microbiote, c'est le trouble gastrique, en fait, à l'effort? Souvent quand même. Si mon alimentation, elle passe bien, que je me suis bien entraîné et que j'ai pas trop de trouble gastrique, parce que le trouble gastrique, c'est quand même un spectre, hein, qui va de je me sens un peu ballonné à j'ai une diarrhée et je dois m'arrêter parce que je vomis. Mais en fait, si j'ai un trouble gastrique qui se déclenche, c'est plutôt ça qui indique qu'il se passe quelque chose au niveau du microbiote qui est délétère. Et si mon alimentation passe bien, globalement, je suis pas en train de détruire mon microbiote. Est-ce que ça vous... Oui, c'est le premier. Après, on peut aussi noter, c'est peut-être où il y a ça. Et puis, si la stratégie d'après elle est pas bonne, une extrême fatigue en fait qui tombe pas juste le lendemain ou les 2 jours. Surtout si on est content, la course a été bonne, tout va bien, l'axe intestin-cerveau, on se sent bien. Mais une extrême fatigue qui a lieu 1 semaine ou quelque chose comme ça, une espèce de rebond comme ça. Et là, ça peut être lié à soit une mauvaise stratégie pendant la course, soit ce qui
qu'expliquait Nathalie, la partie après, en fait, la gestion de l'après. Et alors là, encore une fois, désolé, c'est pas une question que j'avais prévue, mais nos discussions m'y amènent. Et récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai partagé un petit guide en disant comment est-ce que tu peux savoir si ton alimentation à l'effort, elle te convient ou pas. Et en gros, mon message, c'était si tout va bien, si t'as pas de problème gastrique, etc., il n'y a pas trop de raison de se poser des questions. Si tu as des problèmes gastriques, simplifie. Simplifie ton alimentation, enlève les fibres, enlève les protéines de l'alimentation à l'effort, va vers des glucides simples, type d'abord de la maltodextrine, puis, comme tu l'as dit Nathalie, un peu de fructose. Est-ce que ce type de stratégie qui va vers une alimentation à l'effort simple, avec par exemple que de la maltodextrine ou du glucose et un peu de fructose en plus, ça vous semble plutôt protecteur du microbiote que d'autres stratégies qui vont contenir des fibres, des lipides, des glucides, des protéines ou pas? La difficulté, c'est la durée de la course, parce que si tu cours 2 heures, 3 heures, c'est évidemment simple de prendre qu'une barre de céréales. Mais si tu cours 42 heures, comme tu le disais tout à l'heure sur un ETMB, tu vas pas continuer sur des sucres simples aussi longtemps. Donc c'est peut-être là la difficulté, et l'entraînement alimentaire associé à tes entraînements en course, et voir ce que tu supportes, à quel moment, en fonction de quelle intensité. Mais c'est sûr qu'il y a des gens plus ou moins à risque et qui savent maintenant qu'au bout de 2-3 heures de course, c'est là pour eux que les soucis intestinaux peuvent arriver. Après, sur le quotidien, je dirais, pour savoir si ton microbiote va bien, au-delà des douleurs aux entraînements, tu peux aussi regarder la régularité de tes selles et la consistance de tes selles. Je pense que c'est quand même aussi un bon témoin d'une bonne régularité de la qualité du microbiote ou de l'écosystème intestinal. D'ailleurs, je repense à quelque chose que Marion a dit par rapport à l'alimentation avant une course, mais j'avais l'impression aussi dans les lectures que j'ai fait pour la partie 1 que le stress, il va venir jouer sur le microbiote. Et si on prépare un objectif depuis longtemps, on peut être un peu, ou un ultra. Quand on court 2 heures, c'est pas pareil que quand on part pour 24 heures en montagne. Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on va avoir des difficultés gastriques, digestives avant une course? Parce que déjà, on stresse le microbiote avec du stress. C'est vraiment bidirectionnel, en fait. Ce qu'on a du mal à réaliser, mais c'est il y a eu des corrélations dans des études cliniques, mais maintenant c'est les modèles animaux qui nous permettent de montrer ça, c'est que, en fait, il y a des liens bidirectionnels. Donc, je suis stressée, je produis du cortisol, l'hormone du stress, qui est capable, par le nerf vague, d'aller jusqu'au microbiote. Donc, en fait, il y a cet aspect-là. Et il y a aussi, on le sait maintenant, les micro-organismes, les bactéries, produisent des neurotransmetteurs. Donc, du GABA, des dérivés du tryptophane, de la sérotonine. Donc ça, cette production, on parlait tout à l'heure du fait que les produits microbiens ne restent pas dans l'intestin, mais peuvent passer dans le sang. Donc on a ces bactéries qui vont produire, quand tout va bien, quand la diversité est suffisamment bonne, il y a des bifidobactéries, il y a Akkermansia, il y a d'autres espèces de souches comme ça qui produisent des neurotransmetteurs qui vont aller finalement être capables de nous calmer. Donc c'est vraiment bidirectionnel. Si vous déplétez ce microbiote, vous allez perdre ces micro-organismes qui sont vraiment liés dans ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, qu'on voit dans le stress, mais aussi dans Parkinson, Alzheimer, dans des pathologies. Et au-delà du stress psychologique, je dirais, il ne faut pas omettre que l'environnement peut être un stress à proprement parler. Alors déjà, l'exercice l'est en tant que tel, on est d'accord, surtout à haute intensité et sur des durées aussi longues, mais on peut rajouter à ça la chaleur, on peut rajouter à ça l'hypoxie, on peut rajouter à ça le manque d'eau, enfin des choses qui vont vraiment contraindre encore plus l'intestin. Et si c'est répété trop souvent, trop fort, trop vite, eh bien évidemment, ça peut être nuisible sur le long terme. Les anti-inflammatoires, peut-être également, qui sont des fois pris alors qu'il faut absolument pas le faire. L'automédication. Alors le point là que tu viens de souligner, Nathalie, ça m'amène à quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça arrive, on le voit déjà dans un pays, c'est l'impact du réchauffement climatique et comment les gens s'y adaptent. Donc il y a le côté vestimentaire, mais il y a Magdalena Boulet qui est une scientifique et qui est depuis quelque temps la CEO de GOO à Berkeley, qui a couru des marathons aux Jeux Olympiques, etc. Donc eux, ce qu'ils développent finalement, c'est des approches nutritionnelles. Ils testent différentes molécules qui vont permettre aux athlètes de résister à des chaleurs énormes, pas juste dans des courses particulières où il fait très très chaud, mais donc des choses comme le menthol, des nouveaux produits qui vont rafraîchir les athlètes sans provoquer effectivement de troubles digestifs. Donc ça, c'est à l'étude chez GOO à Berkeley par Magdalena Boulet.
C'est à réfléchir parce qu'effectivement, on y est confronté. Déjà, il y a des courses en montagne, hein, où c'est très, très chaud, en plein été. Donc des marathons aussi, c'est un point à souligner parce que ça va être des développements, à la fois de recherche scientifique et techno pour le futur. Alors j'ai des petites questions pour conclure, mais il y a quand même deux, trois choses que vous avez soulevées qui me semblent importantes. Est-ce que, on en a parlé en filigrane, on l'a pas clarifié, est-ce que l'intensité, elle a quand même un rôle dans tout ce que vient de discuter, ou est-ce que c'est surtout la durée? On a parlé des ultras qui peuvent durer 40 heures, mais au final, c'est vrai que, comme on l'a dit, l'intensité relative, elle va rester quand même assez basse. Sur un 21 heures de course que j'ai fait, je suis à 137 BPM en moyenne. C'est quand même pas extrêmement élevé. C'est une intensité qui demande des apports énergétiques, mais c'est pas très élevé. Mais par contre, si je fais 4 heures, je vais être à 170. Et là, c'est pas du tout le même stress, etc. Est-ce que ça va jouer le niveau d'intensité de l'effort? Presque en se disant, les efforts plus courts peuvent presque être au moins aussi délétères pour le microbiote que les plus longs? Ou est-ce que ça joue pas tant que ça? L'intensité, c'est vraiment la durée qui va être problématique? Mais je crois qu'elle l'a dit tout à l'heure, Marion, c'est que quand on est sur des durées plus longues, on va forcément être sur des intensités qui se réduisent parce qu'à un moment donné, on peut plus. Et on va plus jouer que sur les glucides. On va pouvoir utiliser d'autres substrats énergétiques. Et de ce fait-là, tous les apports en sucre à l'effort auront beaucoup plus de facilité à être utilisés à des doses limitées. Et pour l'organisme, ça va être quand même beaucoup plus facile de fonctionner. Je pensais plutôt au côté inflammatoire de l'effort lui-même, pas de l'alimentation, tu vois. Le côté stress mécanique. Je pense que la contrainte mécanique y est pour beaucoup aussi sur ces troubles intestinaux. Donc, si vous limitez les intensités et si tant est qu'on soit pas aussi sur du gros dénivelé en descente, parce qu'il peut y avoir au-delà, on n'est pas toujours en terrain plat, donc on peut aussi avoir la contrainte de la descente. Mais si on est sur des intensités plus faibles, sur un plan mécanique, on va quand même être sur des stress un petit peu moins violents pour l'organisme et l'intestin. Donc oui, ça peut être protecteur d'être sur des intensités plus basses. Et plus on va être à haute intensité, plus il faut être entraîné pour pouvoir gérer cette dynamique qui est perturbatrice. Et je pense qu'on manque finalement d'études sur des courses très intenses et très courtes en fait, en termes de cohortes ou d'échantillons qui ont été analysés. Finalement, les études sont plutôt sur des efforts plus longs. J'avais une dernière question un peu sur comment protéger ce microbiote, soit au quotidien, soit par exemple pendant un ultra, ou juste avant un ultra, ou juste avant une course, quelle que soit sa durée, en fait, on s'en moque. J'en ai un petit peu parlé dans la partie 1, on a parlé du gut training. Est-ce que on a parlé de l'entraînement également, de la progressivité, donc ça c'est bon. Est-ce que les probiotiques, prébiotiques sont des stratégies qui peuvent être utiles pour les athlètes pendant l'effort, juste avant l'effort, juste après l'effort? Alors, pas trop près de l'effort, hein, comme on disait, en tout cas pour les prébiotiques, puisque ça va être nuisible. Mais je pense que Donc c'est pour du les préventif. prébiotiques, hein, c'est ça? Ouais, ouais, pour les prébiotiques, faut surtout pas les prendre à l'effort, on est d'accord. Et même dans les 2-3 jours qui précèdent, moi je le conseille pas forcément non plus. Après, c'est du préventif et si l'alimentation elle est très riche en glucides très variés, les prébiotiques sont peut-être pas nécessaires, mais dans certaines périodes, pourquoi pas. Après, les probiotiques, il y a très peu d'études sur l'apport de probiotiques juste avant l'effort ou pendant l'effort, et à ma connaissance, il n'y a pas de résultat. Je ne vois pas forcément l'intérêt de les prendre juste là. Pour moi, ça va être intéressant dans des conditions où l'intestin a été malmené, ou en préventif et en lien avec des antibiotiques ou des choses comme ça. Dans ces cas-là, ils auront tout intérêt à être apportés, mais sur une alimentation qui régulièrement est bien maîtrisée, sans troubles gastro-intestinaux, avec des sels qui vont bien, etc., il n'y aura pas d'effet ergogénique à prendre ni des prébiotiques, ni des probiotiques. Peut-être juste après. Tu viens de dire quand l'intestin il a été mis à mal, si on a dit que justement la course, peut-être que juste après ça peut aider. Alors ergogénique, de toute façon je pense pas qu'il y ait un effet ergogénique, mais peut-être justement pour aider les choses à revenir dans leur ordre si jamais il y a eu un dérèglement. Par contre, on dit souvent que le microbiote ne crée pas la performance, mais il conditionne le terrain physiologique dans lequel la performance devient possible. Moi, j'aime beaucoup cette formule. Ouais, de toute façon, je pense que tout le monde j'ai l'impression que c'est quand même un des messages clés de tout ce qu'on a discuté là pendant 45 minutes d'échange. C'est les troubles gastriques, c'est quand même un signe que ça va pas, que ce soit au quotidien avec par exemple les selles qui changent ou que ce soit à l'effort. Et que ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et de toute façon, quiconque qui a des troubles gastriques avant une course ou pendant, on sait que la performance, elle est impactée, quoi.
Donc, je sais plus avec qui je le discutais dans un épisode, c'est bien beau de manger 90 grammes pendant 10 heures. Si après tu peux manger 0 gramme, il fallait peut-être mieux manger 60 grammes pendant 20 heures que 90 grammes pendant 10 heures, puis 0. Bref. Une autre question. Marion, tu participes actuellement à un projet de recherche sur le microbiote intestinal, justement, qui s'appelle French Gut. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, le French Gut, en fait, c'est une initiative. L'objectif, en fait, c'est de caractériser le microbiote intestinal de 100 000 Français. Donc, ça semble. On en est déjà à 23 000 personnes. Et quelle est la particularité, en fait, de ce projet? C'est que on va non seulement caractériser le microbiote, mais ça va être en lien avec toutes les habitudes alimentaires et, par exemple, des questionnaires sur le stress, sur la santé. Donc, ça veut dire que pour s'inscrire au French Gut, c'est gratuit, hein, le French Gut. La personne s'inscrit. On vous demande un certain nombre de choses. Vous avez différents questionnaires. Il y a un questionnaire de base qui est obligatoire. Et ensuite, si vous voulez, et s'il vous plaît, faites-le. On vous demande votre consommation de fruits et légumes assez détaillée. On a maintenant compris l'importance des fruits et légumes, les fibres sur le microbiote. Et puis aussi, un questionnaire sur votre consommation en polyphénol. Et on vous demande aussi votre état de santé, votre niveau d'anxiété. C'est uniquement pour les Français. Pourquoi? Parce qu'on a automatiquement, avec la carte vitale, accès à tous les médicaments que les personnes ont pu prendre depuis leur naissance. Donc, ça s'appelle le SNDS. Donc, c'est extrêmement intéressant puisqu'on peut savoir tous les médicaments, les antibiotiques que les personnes ont pu prendre. Et une fois qu'on analyse ce microbiote, donc nous, on fait des analyses comparatives. Donc, sur ces 20 000 individus, ce que l'on observe, ce qui est fantastique, c'est qu'on a déjà assez de données pour avoir différents clusters qui apparaissent avec toutes ces données dont je vous ai parlé. Alors, on a un cluster qui s'appelle le cluster des gens sains, le cluster healthy. Et puis, on voit finalement ceux qui mangent pas assez de fibres, ils partent un peu vers ceux qui mangent pas assez de fibres, ceux qui ont certaines pathologies aussi digestives, ceux qui mangent trop de sucre. On a comme ça des clusters qui commencent à arriver. Et de l'autre côté, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un cluster ce qu'on a appelé les super healthy. C'est-à-dire que ces gens, ils font tout bien, ils mangent bien, ils font du sport, etc. Et là, ce qui est fascinant aussi pour nous, c'est qu'on voit apparaître des bactéries qui sont inconnues. Donc nous, ça veut nous dire on va pouvoir aller isoler ces bactéries et on va se retrouver avec des nouveaux probiotiques qui correspondent à ces gens qui sont super healthy. Donc on aimerait bien avoir aussi plus d'hommes parce qu'il y a plus de femmes qui ont répondu. Et puis sur l'activité physique aussi, on commence à avoir pas mal de données sur les gens qui font du sport. Donc vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. On vous envoie un kit pour prélever un échantillon de caca. Mais alors, le kit est très simple. C'est un petit tube et c'est uniquement un petit coton-tige que vous allez placer et refermer. Et nous, on séquence. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit sur le site, il y a des questionnaires. Donc ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est des collaborations, en fait, des projets ancillaires. Donc, par exemple, vous avez une équipe qui dit « Ah ben moi, je suis extrêmement intéressée, je veux travailler sur l'effet des polyphénols sur des sportifs, par exemple. » Donc, on monte une étude avec vous et vous nous dites « Voilà, on veut des hommes de 40 à 50 ans. » Donc, nous, on va matcher avec des données qu'on a sur des hommes de 40-50 ans qui font du sport ou pas de sport et on va pouvoir faire, en fait, une étude extrêmement bien dimensionnée. Vous pouvez aussi avoir envie de faire des points, une cinétique avec des gens qui vont faire avant leur épreuve sportive, après, avant, après. On a des cliniciens. Tout est vraiment cadré de point de vue réglementaire. On a un consortium avec des entreprises aussi privées qui sont avec nous. On a vraiment les cliniciens, l'INSERM. Donc, n'hésitez pas. Soit allez vous inscrire au French Gut pour participer. On a besoin d'hommes, de sportifs, on a besoin de tout le monde. On a ouvert aussi pour les enfants et on va ouvrir aussi pour les dom-toms. Donc, participez à l'effort de recherche. Vraiment, vous serez remerciés. Ouais. Et du coup, je mettrai le lien vers ce projet en description de l'épisode. Ouais, il y a une première publication aussi qui est sortie. Ah bah super. Et tout ça sera en lien de. Ouais, super intéressant. Tout ça sera en lien de l'épisode, comme ça, j'invite moi aussi tout le monde à participer et je vais faire ma participation également à ce projet. Dernière question, avant qu'on passe à la partie Patreon. Dernière question, c'était la question du partenaire de cet épisode, la question Merrell. On aime bien aller encore plus loin avec Merrell et du coup, on a créé cette section où les auditeurs peuvent proposer des questions. Celle que j'ai choisie à vous poser là, c'est en fait, on a peut-être un peu répondu, mais je pense qu'on peut encore clarifier.
Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux savoir, là, moi, si mon microbiote, s'il est fonctionnel, s'il est dysfonctionnel? Est-ce qu'il y a certaines analyses spécifiques que je peux réaliser pour savoir? Est-ce que les troubles gastriques et la qualité de mes selles, c'est le marqueur numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors oui, le premier, effectivement, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, ce qu'expliquait Nathalie, c'est que on voit rapidement en fait hein, quand on a un trouble au niveau du microbiote, parce qu'effectivement, si on a des phases de constipation, de diarrhée, on a des problèmes, on a des gaz, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Après, il y a des sociétés qui font l'analyse du microbiote, qui séquencent, mais le problème, c'est une fois que vous avez cette analyse, qu'est-ce que vous en faites? Puisque finalement, en Europe, on n'a pas certains probiotiques qui sont disponibles dans d'autres pays. Donc, on est limité. Je schématise un petit peu, mais s'il vous manque, par exemple, un producteur de butyrate, hein, qui est une molécule anti-inflammatoire, on vous dit, il vous manque Faecalibacterium prausnitzii. Ah bah, oui, mais finalement, on ne l'a pas sur le marché. Donc, à part essayer de améliorer son alimentation, finalement, il n'y a pas de clé, il n'y a pas trop de bénéfices à analyser son microbiote pour l'instant avec les sociétés telles qu'elles sont mises en place. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Marion. Nathalie et Marion, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je vous garde encore un petit instant pour les questions des abonnés Patreon. On va pas mal parler des syndromes type intestin irritable parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais déjà, pour toutes les réponses que vous avez apportées à tout ce que j'avais à vous demander, merci énormément. Merci. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode sur le microbiote des sportifs d'endurance. Je remercie tout d'abord For Endurance, partenaire de cette saison 3 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques pour les sports d'endurance et la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. C'est pour ça que je les ai choisis pour m'accompagner dans mes entraînements. À ma connaissance, For Endurance ne propose pas de compléments particulièrement clés pour le microbiote, donc je vais rester sur une recommandation classique en vous invitant à découvrir les gels For Energy que j'apprécie vraiment beaucoup pour les entraînements plutôt courts, avec un apport quasi exclusivement en maltodextrine et une texture ultra liquide. Vous pouvez découvrir ces derniers avec le lien présent en description et le code Cyril10 pour bénéficier de moins 10% sur toutes vos commandes. Je remercie aussi les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour avoir accès à mon échange exclusif avec Marion et Nathalie où on parle entre autres du microbiote des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable et de comment gérer ce trouble en tant qu'athlète, ou encore des relations entre microbiote et tendinopathie. L'abonnement Patreon vous permettra également de découvrir les autres contenus réservés au Patreon que je crée et participer à cette discussion avec mes invités en posant vos questions. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel si ça vous intéresse, le lien est en description. La semaine prochaine, on se retrouve pour un Scientific Day partie 1 sur les dents des trailers. En effet, dans les messages entendus ces derniers temps sur les risques des glucides chez les sportives et sportifs, le diabète de type 2 était mentionné, le microbiote également, mais ces sujets ont été traités, et on retrouvait également les risques, en tout cas supposés, pour la santé bucco-dentaire, qui étaient également évoqués. Je vous propose qu'on y voit plus clair sur ce sujet mercredi prochain, et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.